Bonjour chers amis, nous sommes très heureux dans cette émission de culture, d'entreprise, disons, qui permettant au continent d'avancer. C'est une émission qui fait à la fois l'économie, le social et je dirais même tout ce qui touche la justice. Aujourd'hui, 26 novembre 2025, nous recevons un très grand avocat de la lignée de Jacques Vergès. Évidemment, on me dira c'est beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Vergès perd son âme, s'il était là, on l'aurait reçu et il aurait fait ce que j'appelle une mise au point sur beaucoup de sujets. Mais il se trouve que c'est le grand Raoul que nous recevons, qui vient d'être élu à la tête d'une très grande chambre de... C'est bien la chambre de commerce franco-arabe. Magnifique. Donc, je le reçois avec Laetitia. Nous allons lui poser de très bonnes questions et même parfois des questions pièges. Mais Raoul étant rompu à tout ce qui est là oratoire, il saura répondre. D'abord, la première chose, Monsieur Raoul, soyez le bienvenu et d'abord bonjour. Bonjour Monsieur Lanchinet, merci de votre accueil. Très bien. Alors, vous venez d'être élu à la tête de cette grande chambre. Oui. Comment ça s'est passé? Quels sont naturellement les projets immédiats? Parce qu'une chambre de commerce, c'est quelque chose qui compte. Alors, votre élection, vos projets, vos idées et le bon départ. Alors, d'abord, la chambre de commerce franco-arabe existe depuis 1970. Elle a été créée par un ministre du général de Gaulle, Habib Deloncle, qui était d'origine libanaise. Elle a ensuite est passée sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, d'ancien ministre des Affaires étrangères Hervé Tcharet. Et aujourd'hui, elle est, à la minute où je vous parle encore, sous la présidence de Vincent Reyna, dont je suis le successeur dans une quinzaine de jours, puisque j'ai été élu à cet effet fin juin. La Chambre de commerce rassemble la France, bien évidemment, et les 22 pays de la Ligue arabe, qui, en partant de la Mauritanie jusqu'en Irak, et en passant par un certain nombre de pays africains, notamment d'Afrique du Nord, bien évidemment, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, Soudan, Somalie, Comores et Djibouti pour l'Afrique. Et les autres pays qui se rattachent sont sur le continent asiatique. Donc, il y a deux collèges, un collège français qui m'a élu, et j'ai été conforté et confirmé par le collège des pays arabes qui a avalisé mon élection. Voilà. En tout cas, honnêtement, vous venez au bon moment et au bon endroit. La situation conflictuelle que nous voyons dans le monde, il fallait des hommes comme vous, un homme d'expérience, un homme qui a ce que j'appelle l'envergure. Vous savez, il faut avoir la poigne actuellement. Et je dis, le monde arabe, comment il a accueilli cette élection? Bah écoutez, d'abord, je vous remercie pour les compliments dont vous me gratifiez. Le monde arabe, disons les représentants du collège arabe, m'ont confirmé à l'unanimité. Donc, ça s'est passé de façon tout à fait cordiale et amicale. Et il n'y a eu aucun différend à ce niveau-là, sachant que je me suis engagé à faire de cette chambre, qui est non seulement une chambre française, mais une chambre française et arabe. J'insiste là-dessus. Il y a une parité totale, et ce qui va se traduire notamment par, je dirais, l'organisation de séminaires dans un certain nombre de pays arabes, dont les plus performants au niveau économique, puisque l'objectif est économique. Je pense évidemment au Maroc, je pense à l'Égypte, je pense à l'Arabie Saoudite, et ainsi qu'à l'Irak. Et je pense également, ce que je vous en ai fait part tout à l'heure avant que cette émission ne commence, mon projet est de faire d'organiser un séminaire économique entre les pays arabes africains,
et les pays d'Afrique de l'Ouest. Et ce séminaire pourrait se tenir à Nouakchott, qui est un point de rencontre, si je puis dire, entre ces deux univers, sachant que j'en ai déjà fait état à son Excellence l'ambassadeur de Mauritanie en France, qui est tout à fait favorable à ce type d'action. Laetitia, c'est une jeune fille qui est au courant de tout ça et qui fait de très bonnes, disons, actions. Laetitia est à la fois artiste, et j'espère qu'elle sera invitée en Mauritanie, Ah bah, avec et grand en plaisir. même temps journaliste. Alors, pose tes questions. Oui, merci beaucoup, Lanciné, et vraiment très ravie de vous avoir sur le plateau Merci. aujourd'hui, monsieur Maître de la Marée, parce que c'est ça aussi qu'on doit mettre en avant. Ma question, c'est que le monde arabe, on sait qu'il a une place dans l'histoire quand même assez important et écrit un petit peu la lignée de beaucoup de pays, comme vous l'avez dit, que ce soit au niveau de l'Afrique du Nord, mais pas que, aussi l'histoire de Bien l'Afrique sûr. subsaharienne. Et la France a aussi un réel impact dans toute cette histoire géopolitique entre l'Afrique et notre pays, donc la France. Aujourd'hui, ma question, c'est dans cette ère où tout le monde bouge, où les paradigmes, comme on l'expliquait en off, changent. Quelles vont être vos actions ou les points d'attention face aux conflits auxquels on fait face aujourd'hui, que ça soit entre les relations entre la France ou même notamment l'Algérie, mais plus profond, les conflits religieux qui sont de plus en plus probants. On sait que la semaine dernière, la France a illuminé de rouge certains monuments historiques religieux pour faire appel au massacre dit des chrétiens, bon, notamment au Nigeria, mais aussi dans les pays arabes. Donc, quelles vont être vos actions afin de remettre peut-être aussi en place, ou peut-être pour rappel, ce que représentent justement ces points, sachant que dans les pays africains, comme dans le monde aussi en France, les religions n'ont pas toujours été un lieu de discorde et de conflit. Donc, quelle va être votre prise de parole par rapport à cette actualité? Alors, je dois vous dire d'abord que la chambre de commerce, par définition, n'a pas vocation à intervenir dans ce type de domaine, puisque nos objectifs, c'est de développer les échanges économiques entre un certain nombre de pays, enfin, entre les pays arabes et la France, et je dirais également, évidemment, avec les pays africains qui peuvent s'y intéresser. Ceci étant, l'économie, comme beaucoup de choses, peut contribuer à un certain apaisement. Je voudrais prendre un exemple d'un pays qui est ce que j'appellerais, qui est dans la zone de la chambre, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la Mauritanie. La Mauritanie, qui est un pays quand même, qui est un pays musulman, assez religieux, de tradition, et son Excellence l'ambassadeur m'expliquait que c'est un des rares pays du Sahel où il y a au jour d'aujourd'hui une coexistence pacifique entre les mouvements religieux, la politique et le développement économique. La Mauritanie a eu la chance, il y a 4-5 ans, de trouver du gaz au large des côtes à la frontière du Sénégal, ce qui fait que la Mauritanie, qui avait peu de ressources, si ce n'est des minerais, dans la région de Nouadhibou, a actuellement un développement économique assez important, et son Excellence m'expliquait que ce développement économique s'accompagne d'une certaine quiétude, d'une quiétude certaine, notamment par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays du Sahel. Pourquoi? Parce que il y a des pouvoirs publics locaux ont gardé un respect des traditions. Et il dit, il faut arriver à créer cette coexistence pacifique entre le développement économique, le développement humain et la religion, c'est-à-dire la religion est derrière les traditions de tel ou tel pays. Et le pays du Sahel aujourd'hui qui
qui réussit cette synthèse improbable, si je puis dire, c'est incontestablement la Mauritanie par rapport, si on la compare à ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina et même au Niger. Donc, je pense que c'est un exercice difficile, mais quelque part, le développement économique, ce qui est plutôt dans mon domaine d'action, entre guillemets, peut contribuer à cet apaisement politique, cet apaisement de bon rivalité, de rivalité religieuse éventuelle, si la population trouve un développement économique important et intéressant, notamment pour la jeunesse de ces pays, qui est quand même très, très nombreuse. Et je crois que c'est cette synthèse à laquelle il faut tendre le plus possible et pour éviter les conflits, en tout cas tenter d'éviter ces conflits. Alors, je trouve que ce séminaire en Mauritanie sera le bienvenu parce que Mokhtar Dada, qui a été le premier président de la République islamique de Mauritanie, était un homme modéré, cultivé, il était avocat. Et si la Mauritanie avance aujourd'hui, c'est Mokhtar Dada qui avait à l'époque mis en fonction les mines de fer de Mauritanie. Miferma. Ah oui, qui a été une très... Ah oui, Miferma a été le moteur même du développement de la Mauritanie. Et effectivement, les Mauritaniens sont ce que j'appelle le pont entre les pays du Sahel déjà et les pays du monde arabe. Et même à l'époque, quand il a dit République islamique de Mauritanie, on disait, mais Monsieur le Président, pourquoi République islamique de Mauritanie? Il a dit, c'est pour déjà apaiser. Il dit, voilà, les islamistes, quand ils viennent, que nous, on est aussi musulmans qu'eux, ils vont s'arrêter. Malheureusement, ils ne se sont pas arrêtés. Les djihadistes, non. Oui, bien sûr, ils ne se sont pas arrêtés dans le Sahel. Et ce qui est bien, c'est que les Mauritaniens se sont organisés de telle manière que les djihadistes, dès le débat par les renseignements, on les localise. Et oui, ça c'est très bien. C'est pourquoi le séminaire en Mauritanie, ça en vaut la peine. Maintenant, la question, elle est simple. Il faut moraliser le monde des affaires. Je suis sûr que la Chambre de commerce franco-arabe veut que tout avance dans ce que j'appelle avec les règles de l'art. Oui, bien sûr. C'est-à-dire juridiction, la population, quand il s'agit de, par exemple, les mines de fer de Mauritanie, il faut que ceux qui viennent, ceux qui ont la technologie gagnent, mais que les populations de Mauritanie gagnent. Est-ce que dans ce sens-là, votre prise de fonction... Oui, alors on n'a pas vocation à intervenir dans la vie économique interne des pays. C'est pas notre objectif. Mais qui est la moralisation, ça c'est clair. C'est-à-dire qu'on a des outils, par exemple, au sein de la Chambre de commerce, des outils à cet effet. Je vous donne un exemple, on a une commission pour la médiation et l'arbitrage. C'est-à-dire quand peut y avoir des conflits entre telle société européenne, française et telle société arabe, africaine, etc. Nous avons une commission, nous mettons à la disposition, en tout cas de nos adhérents, une commission avec des arbitres et des médiateurs qui peuvent intervenir. Je vous donne cet exemple. Ce sont des confrères qui peuvent intervenir à ce niveau-là. D'ailleurs, l'Afrique est devenue a des pôles d'arbitrage importants. Je pense par exemple à Abidjan, où il y a un pôle d'arbitrage important. Il y en a un qui est en train de se constituer aussi à Casablanca au Maroc. Donc, il faut trouver des outils du droit et qui permettent de maintenir la probité, les bonnes manières, je dirais les bonnes façons de faire, en tout cas au niveau des affaires. Voilà. Alors, donc, avant de passer la parole à Laetitia, il y a d'abord la moralisation, aussi bien chez nous que chez vous. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut moraliser la vie politique, la vie économique. Ah bah ça c'est, oui. Et les rapports humains. Il faut les moraliser. Et entre-temps, on met Sarkozy. Je ne l'accuse de quoi que ce soit, maître. Vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre. Non, attendez. On le met en prison à un moment donné. Oh, les médias qui se comportent comme des tribunaux. Sarkozy en prison. Mais non, ils ont fait beaucoup de bruit, CNews et autres. Alors, la justice française, qui n'est pas aux ordres de qui que ce soit,
Du moins, c'est ce que je crois. Je pense que la justice française n'est aux ordres de personne, et surtout pas des hommes politiques. Entre-temps, libère le même Sarkozy. Et c'est bien, c'est très bien. Ça prouve que si la justice française trouve des éléments qui ne sont pas bons, il peut te mettre en prison, mais quand il pense que ça ne vaut pas la peine, il te ressort de prison. Et, entre-temps, Sarkozy fait appel. Et voilà, tout d'un coup, j'apprends que pour le moment, toutes ces demandes ont été presque passées comme nulles et non avenues. Je dis ça comme ça. Alors, maître, ce que je vais vous dire, est-ce que nous, on a tort de soutenir la justice française dans ce sens de moralisation ou pas? Non, mais la justice française, enfin, la justice en France a pour vocation, enfin, pas pour vocation, est indépendante depuis la Révolution. Donc, cette indépendance doit être respectée, ça va de soi. Bon, dans ce dossier que vous évoquez, moi, je connais pas le dossier juridiquement parlant, ce qu'il y a dedans. Il y a eu certainement des motifs qui ont fait que les juges ont été amenés à prendre la décision qu'ils ont prise. Ce qui est peut-être le plus contestable dans ce type de décision, c'est la notion d'exécution provisoire. Parce que l'exécution provisoire, dans la mesure où on accepte la notion d'appel, ce qui est le cas, on commence à faire exécuter une décision qui n'est pas validée puisque la personne en question fait appel. Donc, mais je dirais que les politiques sont les arroseurs arrosés, puisque ce sont eux qui ont voté au Parlement l'exécution provisoire et c'est eux qui en sont aujourd'hui les victimes. Donc, ils se sont un peu tiré une balle dans le pied, je pense, en votant ce type de texte qui me paraît pas très opportun, sauf évidemment pour des individus notoirement dangereux, tueurs, violeurs ou je ne sais quoi. Mais il y a un certain nombre de conditions pour faire appliquer l'exécution provisoire. Je suis pas du tout persuadé que ces conditions aient été remplies dans le cas de la personne dont vous faites état. Mais ceci étant, c'est une notion qui mériterait de repasser sous la toise du Parlement pour être probablement révisée. Alors, voilà. Laetitia va poser quelques questions. Mais oui, bien sûr. Mon cher maître, quand à un moment donné, on instrumentalise Bokassa, c'est un exemple vraiment ridicule. À l'époque, nous avons dit que ce n'était pas normal que Giscard d'Estaing se soit mêlé, si vous voulez, dans des situations déjà compliquées. On lui a dit, mais comment vous pouvez faire en sorte que Bokassa soit empereur de la République centrafricaine? Mais c'est de la manipulation. Alors ça, ce sont des comportements aujourd'hui qui méritent, si un chef d'État s'amusait à faire ça, prendre Laetitia comme reine de Cameroun, par exemple, je dis ça comme ça, et que ce soit au détriment de la morale, au détriment du développement économique du pays, je pense que ça doit être sanctionné, mon cher maître. Et c'est dans ce cadre que nous, on soutient la justice française qui a compris. Et je le dis, il faut que les Américains s'inspirent de ce que fait la justice française. Il faut que les Russes s'inspirent de ce que fait la justice française. Parce que la justice française dit, c'est le droit et c'est la vérité. Et disons, il faut absolument que tout se passe dans l'intérêt de chacun des partis. Donc, il faut saluer. Vous me direz peut-être que c'est pas mon rôle, mais nous saluons cette démarche et nous disons aux Américains et aux Russes de s'en inspirer parce que nous avons affaire à deux grands... Ce sont des personnalités imprévisibles. Poutine est imprévisible, Trump est imprévisible. Alors, s'il n'y a pas une justice dans leur pays pour les ramener à l'ordre, on risque d'aller de catastrophe en catastrophe. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, mais tout à fait. Je veux dire que ça, c'est sûr que M. Trump est tout à fait imprévisible. Poutine est plus prévisible, à mon avis. Il est plus rationnel. Il n'est que trop prévisible, quelque part. Mais ce sont des États qui... la Russie est un pays autoritaire, et l'Amérique, c'est pas un pays autoritaire, mais il y a un président autoritaire. Bon, alors, quant à la justice française, elle peut servir d'exemple pour la population française, mais on n'a pas vocation non plus
à donner des, Des je leçons. dirais, des leçons, surtout aux pays africains qui sont indépendants depuis 60 ans. C'est vrai. Ça, à mon avis, ça serait pas très bien perçu. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, c'est aux Africains eux-mêmes de prendre des positions pays par pays. On voit, il y a des pays qui sont plus ou moins autoritaires. Je pense par exemple à l'Algérie, des pays qui sont plus démocratiques avec certaines réserves, mais enfin, je pense par exemple au Maroc, dans les pays africains, mais il y a, c'est aux populations et au gouvernement de ces pays de gérer comme ils l'entendent. Mais c'est surtout à la jeunesse africaine de remettre peut-être en cause certains pouvoirs qui peuvent être corrompus ou qui sont obsolètes, comme le chef de l'État qui s'est fait réélire à 92 ans. Ouais. Voilà. Laetitia. Oui. Mais moi, ma question, elle va retourner un peu plus sur le cœur du sujet, c'est cette chambre franco-arabe, puisqu'on parle justement de ce qu'il serait judicieux de faire. Mais aujourd'hui, quel en est l'état des lieux? Si on doit faire une petite rétrospective, quel est l'état des lieux de cette relation de la France avec les pays arabes? Quels sont les milestones qu'on peut déjà mettre en avant un peu pour rappeler ce qui est fait et justement pour pallier au fait enfin des sujets ou des crises qu'on rapporte, mais peut-être invisibilise d'autres actions d'ores et déjà faites. Et pour vous, à la suite de ce nouveau mandat qui approche et dans 15 jours qui sera officialisé, quelles sont vos ambitions, très sincèrement, pour les relations entre la France et les pays arabes? Et à quoi pouvons-nous nous attendre, on va dire, pour le premier trimestre, le Q1, si on reprend le langage juridique ou tout simplement économique, de ce nouveau mandat pour la France et les pays arabes concernés? Alors, la Chambre, à la base, avait pour vocation un exercice très simple qui est toujours d'ailleurs, la légalisation des actes. C'est-à-dire quand vous exportez des produits, vous importez des produits, vous payez une certaine taxe et ça passe par le tampon de la Chambre. Moi, j'ai vu ce qu'il en était. Je pense que la légalisation des actes est de plus en plus prise par certaines ambassades, notamment des pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite, qui se passent des services de la Chambre. Et je pense qu'il faut trouver aujourd'hui je dirais, des prestations différentes. Donc, ces prestations différentes, c'est quoi? C'est assister c'est assister les entreprises des pays arabes qui veulent s'installer en France, qui veulent commercer en France, pour les assister sur le plan technique, pour les informer sur la législation fiscale française, pour l'informer sur les lois françaises dans tel ou tel domaine. On a fait un séminaire récemment sur l'intelligence artificielle dans les pays arabes. Je pense organiser des séminaires avec un certain nombre d'intervenants qui pourraient intéresser les entreprises arabes qui veulent s'implanter en France, mettre à disposition des bureaux de passage, mettre à disposition. On a évidemment aussi des lettres d'information qui donnent, qui relayent des informations économiques qui se passent dans les pays arabes. Ces informations sont diffusées sous forme de lettres en français et en langue arabe. Donc ça, c'est également un exercice. Et puis, organiser, comme je le disais tout à l'heure, des séminaires, non seulement à Paris. Alors, nous avons un prochain séminaire, et justement à Paris, sur l'eau et l'environnement, les 10 et 11 décembre, avenue d'Iéna. Et donc, où sont invités un certain nombre de ministres des pays arabes, où sont invités également des grandes entreprises françaises, notamment dans ce secteur de l'eau et de l'environnement. Nous avons déjà 400 invités qui sont prévus de venir. Mais moi, mon projet a été notamment de dire, il faut à la fois, je dirais,
développer ce type d'exercice dans certaines grandes villes françaises. Je pense par exemple organiser un séminaire à Marseille. Pourquoi Marseille? Parce que Marseille est un port avec une entrée spéciale sur l'Afrique du Nord, sur la Méditerranée. Et l'idée, c'est de faire travailler les PME françaises, parce que pour l'instant, la Chambre comporte beaucoup de grosses entreprises françaises, Veolia, Total, etc. Mais je pense que les PME ont vocation aussi pour intervenir dans un certain nombre de pays. Et inversement, ça serait d'accueillir des entreprises de pays africains pour faire des échanges. Je prends cet exemple de Marseille parce que j'en ai parlé à l'ambassadeur des Comores, les Comores ayant une grosse diaspora comorienne à Marseille. Et j'en ai parlé à l'ambassadeur en disant, ça serait bien que vous participiez activement à ce séminaire pour faire venir notamment déjà des PME comoriennes, des Comoriens qui sont peut-être installés déjà en France et qui participent à ce séminaire pour faire connaître votre pays et développer les échanges économiques. Je prends cet exemple, mais il y en a d'autres. Je prévois un séminaire au Maroc, à Dakhla, dans le sud marocain, pour manifester la demande notamment du roi du Maroc qui vise à faire état de ce rattachement du sud marocain au Maroc. J'ai évoqué tout à l'heure ce projet de séminaire sur Nouakchott. Très probablement un séminaire évidemment au Caire, ça paraît évident. Et puis, voilà, c'est développer les échanges économiques. J'ai reçu une délégation de 10 entreprises égyptiennes, notamment dans l'agroalimentaire, en leur disant qu'on était prêt à les assister, à mettre à leur disposition une salle de réunion s'ils avaient besoin, à les amener à Rungis pour voir si des produits agroalimentaires, fruits, légumes, etc., peuvent être vendus, parce que pour l'instant, ils sont plutôt en contact avec l'Allemagne et les Pays-Bas. Ils sont peu en contact encore avec la France. Et puis, je monte un séminaire à mi-janvier. Alors ça, c'est pas l'Afrique est moins concernée. Ça concerne les entreprises irakiennes, mais enfin, c'est la zone. Et l'Irak est très demandeur pour travailler avec la France pour plusieurs raisons. Pour une raison déjà très mercantile, c'est qu'ils ont une force qu'ont pas toujours tous les pays arabes, c'est qu'ils ont du pétrole, donc ils peuvent payer. C'est très cynique de vous dire ça, mais comme on a une vocation économique, il faut bien évoquer ce sujet. Le deuxième thème, c'est que ils sont un peu lassés de la sollicitude américaine depuis 10 ans et qu'ils aimeraient bien travailler avec des Européens. Et la troisième observation est moins avouable, c'est qu'ils ont gardé un bon souvenir sur les relations qu'avait Chirac avec Saddam Hussein, ce qui est un peu moins avouable, mais enfin qui est une réalité aussi. Donc tout ça fait que je pense qu'on a pays par pays des arguments à fournir aux pays arabes et les pays arabes les plus dynamiques sont économiquement parlant, j'entends, sont le Maroc, sont évidemment l'Égypte, l'Arabie Saoudite, l'Irak. Le cas de l'Algérie est un peu particulier, mais pour des raisons politiques que vous imaginez bien, sur lesquelles j'ai pas besoin de m'étendre, en espérant que moi j'ai la volonté, à titre personnel, avec mes petits moyens, mes petits bras et ma petite structure, à essayer de contribuer à, peut-être sur le plan économique, j'entends, à renouer le fil avec l'Algérie dans la mesure du possible. Alors, vous venez au bon, ça c'est très bien. Ce mandat sera ce que j'appelle le mandat qui va donner un sens à toute forme de bonne coopération. Il faut que ce soit le mandat du bon départ. Un mandat qui aura tiré des leçons des échecs du passé pour dire que dans un monde difficile, il vaut mieux, entre entrepreneurs et entre, bien sûr, chefs d'entreprise, organiser ce que j'appelle le renouveau à la fois économique pour chacun des pays, et je le redis, parce que le cas de la Libye, je le redis, c'était pas une raison, si on veut coopérer avec la Libye, mon cher mec, d'éliminer Kadhafi.
Oui. Mon cher maître, vous pouvez répondre à la question comme vous pouvez ne pas répondre. Oui. Moi, ce que je dis, on pouvait faire comme on a fait avec Babou en Côte d'Ivoire. Quand on a dit, voilà, Babou, Bien sûr. on l'a amené à la CPI, il a été jugé, il a été blanchi. Mais qu'est-ce qui empêchait à l'époque, mon cher maître, les autorités françaises de faire la même chose? Alors, aujourd'hui, je suis très content d'avoir affaire à un avocat qui peut répondre ou ne pas répondre. Ce qui se passe, ce qui s'est passé en Libye, ça ne doit plus jamais se refaire. Il faut absolument, dans le débat que nous allons avoir, j'espère durant votre mandature, il faut que toutes ces erreurs s'arrêtent définitivement. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui devez évidemment l'imposer, mais c'est nous, journalistes, ceux qui sont juristes aussi, et les Africains qui en sont victimes, d'imposer ce que j'appelle une bonne coopération. Mon cher maître, et c'est sur ce moment-là que vous allez prendre bientôt vos fonctions. Vous m'autorisez à répondre, à dire un mot sur la Libye? J'ai assisté il y a 8 jours à une réunion de la Chambre de commerce franco-libyenne qui existe à Paris, qui est de taille modeste mais de qualité. Et effectivement, il y avait l'ambassadeur de France à Tripoli qui m'expliquait que le pays, enfin, ce que j'ai lu évidemment dans les bonnes feuilles et dans la bonne presse, le pays est coupé en deux. Donc on a d'un côté Benghazi avec le général Haftar et de l'autre côté le pouvoir à Tripoli. Donc ça rend évidemment les relations économiques très compliquées, sachant que la Libye tourne à partir du pétrole. À 97%, le PIB libyen dépend du pétrole, à 97%, ce qui est gigantesque. Alors, c'est très compliqué de créer un développement réel dans une situation politique de ce type. Vous avez un certain nombre de pays qui sont malheureusement dans ce cas de figure. Je pense au Soudan, qui est dans une situation épouvantable actuellement. Je pense à la Somalie, qui est aussi dans un état de division très préoccupant. Donc tout ça fait que c'est des pays avec lesquels, et bien évidemment, moi je ne demande qu'une chose, c'est que si on peut travailler avec eux, ça serait avec plaisir, avec intérêt, mais ça rend les choses compliquées. C'est vrai que la déstabilisation qui a eu lieu, Kadhafi, qui n'était pas un grand démocrate, c'est le moins qu'on puisse dire, néanmoins avait, je dirais, le mérite d'avoir donné une direction à son pays d'une certaine façon, et qu'il aurait fallu peut-être certainement modérer, mais effectivement, la France et d'une manière générale, l'Europe et les Occidentaux n'ont pas vocation, c'est terminé, de jouer les gendarmes dans les pays africains. Ça se retourne contre nous. La preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, les Russes et les Chinois font leurs affaires sur ce passé malheureux et sur ces maladresses politiques qui ont eu lieu dans le passé. Laetitia. Parfait. Moi, pour revenir justement sur les ambitions, parce que de ce que je retiens de ce que vous nous avez partagé, c'est qu'il y a quand même cette espèce de transmission que vous souhaitez faire entre les États, et qu'économiquement parlant, donc vous parliez des PME pour la France, mais on sait que pour l'Afrique en général, sa population est très jeune. On parlait des transferts des technologies aussi tout à l'heure. Donc ma question est-ce que c'est aussi le travail des chambres de commerce, ou peut-être une ambition, de mapper un petit peu les besoins entre pays, et de voir comment, entre un État, parce qu'on parlait de l'Arabie Saoudite, par exemple, le Maroc, qui sont quand même très développés économiquement, et même au niveau des technologies, on parlait de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y aura justement aussi cette coopération entre les pays pour inciter le développement économique, mais de s'inspirer de ce qui marche sur les États voisins, et de voir comment de les montrer comme exemple, ou de les partager avec d'autres, et donc d'inciter dans l'entrepreneuriat, que ce soit pour les entrepreneurs français qui souhaitent retourner dans certains pays, s'installer, donc de trouver justement des besoins, des passerelles, puisqu'elles auront été identifiées, et donc d'inciter l'entrepreneuriat dans ce sens. Mais
et inversement, pour les entreprises des pays arabes, leur montrer aussi comment peuvent collaborer avec d'autres entreprises françaises et de montrer cet exemple de gagnant-gagnant qui économiquement contribue à tout le monde, mais aussi répond à certaines problématiques comme la formation ou les problèmes de transfert des technologies. Est-ce que cette stratégie-là a été réfléchie dans ce sens et qui pourrait être aussi un exemple à plus large échelle? Oui, oui, je comprends tout à fait votre question. Je pense notamment, et vous avez cité un mot qui est important, c'est la formation. Quand j'ai assisté notamment à cette conférence de la Chambre de commerce franco-libyenne, une des demandes des Libyens, c'est qu'on forme des techniciens. Et donc, alors évidemment, la chambre n'a pas c'est une petite structure, on n'a pas les effectifs pour former les techniciens, mais aujourd'hui, je venais à votre émission, j'ai un de mes amis qui a une boîte de formation dans le nord de la France et qui m'appelait pour savoir, est-ce qu'on peut, avec la chambre de commerce et la formation, et qui est prêt à faire cette démarche dans tel ou tel pays, en fonction de telle ou telle demande, de faire la formation. Alors, il me parlait évidemment en matière informatique, en matière intelligence artificielle, etc. Il y a des choses qu'on va essayer de faire passer. Alors, c'est pas nous, Chambre, qui vont le faire en tant que tel, mais on va essayer de drainer, je dirais, des savoirs ou des gens, des sachants qui peuvent être mis à les dispositions. Après, à eux de négocier des contrats, des modalités d'intervention avec tel ou tel pays, telle ou telle ambassade, pour faire de la formation. C'est évidemment demandeur. Et effectivement, beaucoup de pays, beaucoup de structures demandent ce type d'intervention. Moi, j'ai reçu pas plus tard qu'hier un jeune avocat égyptien qui veut implanter un cabinet, une mini-structure à Paris et qui est prêt à travailler avec le cabinet où j'exerce pour avoir un partenariat dans tel ou tel domaine pour réceptionner, accueillir je dirais, des entreprises arabes qui voudraient faire des opérations économiques en France ou s'implanter en France. Autre type de problème qui est souvent évoqué, c'est le problème de tout ce qui est l'obtention des papiers, des laissez-passer, enfin des cartes de séjour, etc. Ça, c'est un sujet que moi, je suis pas compétent parce que moi, je fais de la fiscalité et du droit des affaires, mais je me suis mis en partenariat ou en tout cas en relation avec un confrère qui est d'origine algérienne, qui est spécialisé dans les pays du Maghreb et qui est spécialisé là-dedans, à qui, pas plus tard que ce matin, j'ai envoyé une dame marocaine qui a deux filles de 17 ans, 18 ans, on leur demande de faire des papiers, ben je lui ai donné le numéro de téléphone de ce confrère. Donc, ces échanges de ce type qui sont microcosmiques dans l'exemple, mais qui peuvent développer et qui, je crois qu'il faut qu'on serve dans la mesure du possible, à ce type d'exercice. Une autre question? Non, vraiment là, peut-être ma dernière question, ce serait aujourd'hui, pour démocratiser un petit peu la fonction et l'institution en elle-même, c'est voilà, vu qu'on est dans cette nouvelle ère où tout est digital, tout est informatisé. Maintenant, pour bien comprendre, cette chambre franco-arabe s'adresse à qui? Et si demain un entrepreneur ou un simplement curieux souhaite vous contacter, comment cela se passe? Bah écoutez, la chambre de commerce franco-arabe s'adresse évidemment essentiellement au domaine économique, donc à des entreprises, à des entrepreneurs, à même des indépendants des pays arabes. Alors on a un site, on nous trouve sur internet
toutes les coordonnées. On est installé au 250 boulevard Saint-Germain. On a des bureaux, on a une salle de réunion. Moi, je dis ce que j'ai dit aux adhérents et aux non-adhérents. J'ai dit, bah, évidemment, s'ils nous font appel à nous tous les jours, on va leur dire, écoutez, essayez d'adhérer quand même. Oui. Ça, c'est clair. On n'est pas une ONG, mais c'est ouvert à toutes les entreprises, à toutes les bonnes volontés. D'ailleurs, je dirais que si je suis présent chez vous aujourd'hui, c'est parce que la personne qui m'a mis en relation avec Monsieur Camara est quelqu'un que j'avais rencontré par le biais de la chambre de commerce. Bah, vous l'avez connu. D'ailleurs, on s'est connus, je dirais tous les trois, dans un petit déjeuner. Bon, donc c'est des liens, c'est des choses un peu simples, mais qui sont l'histoire de la vie, hein, les rencontres et puis les contacts et le courant qui passe et qui permet de travailler ensemble, du moins j'espère, et construire. Et je suis ravi de connaître votre télévision, et je suis tout à fait disposé à continuer à coopérer avec vous si vous le souhaitez. Avec grand plaisir. En tout cas, nous sommes très contents de vous avoir reçu. C'est très gentil. Nous osons croire que votre mandat sera non seulement un mandat qui va marquer les esprits et les consciences par la qualité des idées et des propositions, que la presse sera invitée chaque fois qu'il le faut pour parler de ce que vous faites. Parce qu'un président, c'est pas n'importe qui. Nous voulons un président à la fois qui construit, qui en même temps motive et qui donne ce que j'appelle dans ce monde difficile une vision humaniste, une vision de progrès et non pas dans le sens du contraire. Donc l'émission se termine. Nous vous recevrons quand vous voulez, mon cher maître. Merci Laetitia, merci Monsieur Camara. Et à très vite, j'espère. Et dès à présent, je vous invite au séminaire du 10 et 11 décembre, boulevard Iéna, sur l'eau, l'environnement, qui va réunir un certain nombre de ministres d'ailleurs africains, des pays arabes et des intervenants français. Vous êtes les bienvenus. Nous y serons. Laetitia, il faut lui envoyer nos emails et tout pour qu'on puisse se recevoir. Je vais vous envoyer l'invitation. Merci beaucoup, mon cher maître. Et merci Faisal aussi pour la réalisation de l'émission. Merci, monsieur. Merci, Stéphane.